bienvenue, c'est Facile la vie, le magazine des infos pratiques sur la TNT. 30 minutes pour vous simplifier le quotidien à midi du lundi au vendredi. Et ce mardi, même pas peur, certaines situations vous tétanisent, les phobies, ça suffit. Il y a des solutions pour ne plus avoir les chocottes et c'est au sommaire de Facile la vie. Aujourd'hui dans Facile la vie, facile de ne plus avoir peur, angoisse, stress, peur du vide, de la foule ou encore des chiens, des craintes pas toujours justifiées mais handicapantes dans la vie de tous les jours. Alors comment vaincre ces traumatismes, en comprendre la cause, quels sont les traitements possibles? Réponse avec un psychothérapeute qui vous conseille directement avec Ludmila Milova. Foule, avion, araignée, comment surmonter une phobie? Dossier complet en 10 minutes chrono. Facile d'avoir mauvaise réputation et c'est notre cas avec cette nouvelle médaille décernée aux Français, celle de pire touriste, d'après une étude très sérieuse menée auprès des professionnels. Les détails avec Christophe Beigneux dans le Mini JT. Facile de bien réviser, bac, BTS, grandes écoles, concours, les annales disponibles gratuitement sur le net pour s'entraîner avant l'épreuve. C'est cyber simple et c'est en fin d'émission. Peur d'avoir peur de tout, de rien, d'une situation, d'un animal, d'un environnement, une anxiété permanente, difficilement conciliable avec une vie sociale épanouie. Mais il y a des solutions et on fait le point ce midi avec notre invité, Hervé Magnien, psychothérapeute comportementaliste et l'auteur de Surmonter ses peurs, édité chez Jouvence. Il vous répond directement en 10 minutes chrono avec Ludmila Milova. Salut Ludmila. Salut Emmanuel, bonjour à tous. La première question nous vient de José. La phobie est-elle une réelle maladie ? Et pour bien commencer ces demi-heures d'infos pratiques, un coup d'œil sur la météo pour cet après-midi et pour demain, c'est maintenant. Alors Ludmila, du soleil ? Pas beaucoup. Bain de soleil pour les côtes de la Manche et beau aussi pour... Ah oui, en effet, pas beaucoup. Ouais, non, surtout pas des beaucoup. gros nuages noirs. Les orages ont envahi le pays et le sud-ouest et le nord-est. La Côte d'Azur et la Corse sont sous la pluie cet après-midi. Et un petit bain de soleil quand même sur les côtes de la Manche où il fait aussi bon qu'il fait beau. Et oui, 24 degrés à Nice, à Lyon, 26 degrés à Paris, à Strasbourg, à Nantes et le maximum de 27 degrés pour Le Mans. Tes prévisions pour demain mercredi? Allez, on mélange tout, on redistribue. Le sud... c'est beaucoup mieux, tu vois, quand tu veux. Le sud puis l'est et la Corse sont encore sous la pluie, mais le reste du pays est ensoleillé. Toujours ce spectre nuageux qui flotte au-dessus de la Normandie. 14 degrés à Paris, 14 à Poitiers également, 13 degrés à Caen, à Orléans. Sont attendus 15 degrés à Lyon, à Bordeaux et à Bastia et 18 degrés à Aix-en-Provence. L'après-midi, le temps restera inchangé pour le sud et la Corse, mais c'est le nord. C'est les nuages du nord qui reviendront. Et oui. Des vents en Méditerranée jusqu'à 60 km/h. Un ciel orageux suspendu au-dessus des côtes bretonnes et normandes. En revanche, le soleil est radieux à l'ouest. 23 degrés à Paris, Toulouse et Strasbourg. 22 degrés à Grenoble et à Nice. Et 20 degrés à Lille et à Besançon. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec toi, ton agenda pratique? Aujourd'hui, exactement le 12, le 13 et le 14 juin prochain, le domaine de Chantilly vous présente la 16e édition des Nuits du Feu, ou les plus beaux feux d'artifice du monde. C'est une compétition entre 9 scénographes et designers de l'artifice, à l'issue de laquelle 3 prix seront décernés. Le prix public, le prix jury et le prix Internet. Et oui, vous pourrez suivre la compétition en direct sur le site. Chez soi, tranquillement. Tout à fait, www.nuitdefeu.com. Ça va être moins spectaculaire, je pense. Et votez pour le spectacle favori de votre choix. Mais les feux d'artifice valent vraiment le coup d'être vus en vrai. Donc le thème, c'est l'artifice peinture du ciel, un spectacle donc qui est commenté en direct et jusqu'à 150 000 spectateurs sont attendus. Voilà, les plus grands pyrotechniciens repeignent le ciel de Chantilly. Le 12, le 13 et le 14 juin, tous les renseignements en bas de votre écran. Allez, notre dossier ce midi, foule, avion, araignée, comment surmonter une phobie? On vous répond dans 5 minutes. Vos questions, vos témoignages avec Ludmila. J'ai 32 ans, avoir peur du noir quand on est petit, c'est normal, mais quand on est grand, est-ce une phobie? Et la peur du vide, est-ce que c'en est une aussi? Il y a des solutions forcément, on va voir ça. Avant cela, c'est Christophe Beigneux, il n'a peur de rien. Il nous rejoint maintenant pour son mini JT.
Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, bonjour Ludmilla. Bonjour Christophe. Allez, on commence avec une information pas très gaie. Les accidents domestiques touchent principalement les enfants, brûlures, intoxications et chutes par les fenêtres. Et c'est de saison. Et oui, quand il fait chaud à la maison, on ouvre les fenêtres, c'est agréable évidemment, mais attention, si on a des enfants avec soi, il faut les garder à l'œil car une fenêtre ouverte représente un grand danger pour eux. Les plus petits n'ont pas forcément conscience des dangers qu'ils prennent en s'approchant d'une fenêtre ouverte et en un rien de temps, ils peuvent passer à travers et tomber. Attention notamment au moment où vous préparez les repas. Et attention aux plus petits aussi. Attention aux plus petits, oui. La moitié des chutes d'enfants par la fenêtre ont lieu donc pendant la préparation des repas, selon une étude menée par l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé, qui relance une campagne d'information sur ce sujet à destination des parents. Les conseils sont toujours les mêmes, évidemment. Il ne faut jamais laisser un enfant seul ou sous la responsabilité d'un autre enfant près d'une fenêtre ouverte ou sur un balcon. C'est le bon sens, mais il convient de le rappeler parce qu'il y a encore des chutes. Il ne faut pas non plus mettre de meubles ou d'objets sous la fenêtre parce que les enfants, évidemment, aiment bien grimper dessus. Enfin, vous avez peut-être déjà pris des précautions en installant une protection, par exemple des barrières de sécurité ou des barres d'appui. Vous avez ainsi l'esprit tranquille. Eh bien, gardez l'œil tout de même car 62% des défenestrations surviennent alors que les fenêtres sont équipées de ce type de protection. Rien ne remplace donc la vigilance des adultes et pensez-y effectivement avec les beaux jours qui arrivent. Alors après les accidents des enfants, les accidents des adultes, c'est ta thématique a priori aujourd'hui Christophe, et tu vas nous parler en particulier des accidents de vélo qui sont en pleine recrudescence. Et oui, le Parisien ne sait pas conduire quand il pleut et il ne sait pas non plus faire du vélo. Il suffit de se promener dans la capitale pour le constater aisément. Le vélo justement est devenu une source très importante d'accidents de la route ces derniers mois à Paris, si l'on en croit les derniers. Paris d'ailleurs. Surtout à Paris, enfin dans les villes où il y a une forte densité de circulation, selon les chiffres publiés par la préfecture de police, plus 21,4% de cyclistes accidentés dans les rues de la capitale, rien qu'au premier trimestre 2008, c'est une très très grosse augmentation. Alors sur les 1903 accidents de circulation enregistrés entre les mois de janvier et mars, 129 impliquaient des cyclistes et 119 d'entre eux ont été blessés, mais aucun n'est décédé. En revanche, on s'attend à de moins bonnes statistiques pour le deuxième trimestre, puisque rien qu'au mois de mai, on a eu 2 accidents mortels de cyclistes dans les rues de la capitale. Alors à quoi sont dus ces mauvais chiffres? Eh bien évidemment à l'augmentation du nombre de vélos dans les rues de la capitale, plus 70% en un an. Plus de vélos égale plus d'accidents, donc ça c'est assez logique. Il n'y a pas que les Vélib qui sont en cause, puisque la capitale, vous le savez, a accueilli d'un seul coup des milliers de vélos en libre service, répartis dans tous les arrondissements. C'est déjà beaucoup, mais en plus ça a donné des idées à d'autres Parisiens qui se sont achetés des vélos. Les ventes de vélos sont en très forte progression dans les grandes villes et notamment à Paris, donc encore plus de vélos en circulation. À Paris, à vélo, on dépasse les autos, comme le disait la chanson, mais on fait attention, d'autant plus que la police veille au grain. Le nombre de PV destinés aux cyclistes va tripler cette année. Donc à vélo, on respecte le feu rouge et on porte un casque aussi. On porte un casque, on ne double surtout pas par la droite les camions. Il y a 2 accidents comme ça survenus au mois de mai. On est poli, on respecte le code de la route, quoi. C'est quand même simple. Allez, pas de tabou dans Facile la vie, on parle de tout, on parle d'argent, de salaire. Combien tu gagnes d'ailleurs? Moi, je fais ça bénévolement, comme chacun le sait. Quel saint. Parler de son salaire est en effet une chose tout à fait normale. C'est une chose normale aux États-Unis, mais en France, on a encore beaucoup de mal à s'exprimer sur le sujet. Et il n'y a pas que les salariés pour qui le salaire est tabou. Même pour les employeurs, c'est une question délicate. C'est ce qu'on apprend à la lecture d'un nouveau sondage mené par le site d'emploimonster.com. Alors force est de constater que quand on cherche du travail, on tombe souvent sur des annonces qui ne portent aucune mention du salaire proposé pour le poste. On verra après. C'est ça, on verra plus tard. Et pourtant, selon cette étude, pour 80% des salariés français, la mention du salaire dans l'offre d'emploi représente pour le candidat un argument décisif dans le choix de postuler ou non à une annonce. Effectivement, c'est assez normal. En revanche, 19% des salariés français jugent que ce n'est pas important car ils privilégient le contenu du poste avant le salaire ou parce qu'ils pensent disposer d'une marge de manœuvre, d'une marge de négociation suffisante pour leur salaire. Donc, alors pourquoi les recruteurs français n'avancent-ils pas de salaire dans les offres d'emploi qu'ils publient sur Internet notamment? Eh bien, tout simplement parce que dans une même entreprise, les écarts entre les gros salaires et les petits salaires ne cessent de s'agrandir et pour éviter des jalousies ou des revendications, eh bien, cette question salariale est toujours négociée dans le secret du bureau du patron. C'est pour ça que tu donnes pas ton salaire. Et elle n'en sort a priori jamais puisque après ça redevient tabou donc pour tout le monde. Ton objet du jour? Alors cet été, vous allez partir en vacances en famille, sans doute. Évidemment, vous n'allez pas oublier les maillots de bain, la crème solaire et le téléphone portable. Oui, mais voilà.
Papa dispose d'un téléphone Sony Ericsson, maman d'un Motorola, votre petite fille d'un Nokia, le petit garçon d'un LG. C'est bon, t'as dit assez de marques pour le CSA, J'ai dit merci. assez de marques, c'était bien pensé. 4 marques de portables dans une seule famille, ça fait 4 chargeurs à emporter. 4 chargeurs secteur, mais aussi des chargeurs pour la voiture, parce qu'on peut tomber en panne de batterie sur la route des vacances, on ne sait jamais. Bref, ça fait beaucoup de chargeurs à emporter. Alors pour faire plaisir à tout le monde, il suffit d'acheter un kit de ce genre. Alors je vous montre l'emballage, après je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Le kit chargeur universel pour toutes les marques de portables, ou presque. Alors, regardez, à l'intérieur, vous avez donc ici un chargeur secteur. Donc ça, tout le monde connaît. Vous avez également un chargeur voiture. Et vous avez un chargeur prise USB, donc pour recharger votre téléphone portable sur n'importe quel ordinateur. Donc vous pouvez brancher indifféremment ça ici pour le secteur. Ça c'est bien aussi, ouais, si on en a un portable. Ou alors ça pour la voiture, bref, ou ça directement sur l'ordinateur. Et vous avez ici, regardez, tous les embouts pour toutes les marques de téléphone portable, parce qu'évidemment chaque marque a son embout. Donc si on perd perd son embout, on est mal. Si on perd son embout, on est mal, alors on ne le perd pas. C'est ultra pratique, donc c'est moins encombrant que d'emmener tous les chargeurs, ça fait moins de fils, etc. Et surtout, c'est beaucoup moins cher, puisque ce kit qui marche pour tous les portables coûte moins d'une trentaine d'euros. C'est généralement le prix d'un seul chargeur pour une seule marque. Voilà, donc c'est très pratique à emmener pour les vacances et aussi pour le bureau, la maison, etc. On retrouve ça sur le site de la chaîne. Sur le site direct8.fr, allez-y, rubrique facile la vie, il y a toutes les infos du jour. Allez, à demain. À demain. Au revoir. Foule, avion, araignée, vous restez avec nous. On parle des phobies. Comment lutter contre, c'est maintenant. Eh oui, avoir peur, c'est embêtant. Alors, des réponses concrètes en 10 minutes chrono. Vos questions avec Ludmilla. Peut-on se débarrasser totalement d'une phobie en combien de temps ? Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Mais non, c'est Christophe Beigneux. Courageux, mais pas téméraire. Et il parle sans crainte. Son témoignage en exclusivité maintenant pour Facile la vie. L'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques officielles. Mais on a beau vous le répéter, vous avez quand même une peur bleue de ces grands engins qui s'envolent dans les airs. Vous tremblez à l'idée de vous enfermer dans cette boîte de conserve et de quitter le plancher des vaches. Et pourtant, regardez ces images. On se dit tous que cet avion va s'écraser. Eh ben non, je vous l'avais dit, c'est totalement sûr. Voilà, quand même, c'était limite. On a tous plus ou moins peur de quelque chose. Les araignées, les serpents, les ascenseurs, les voitures, l'eau, la foule, j'en passe et des meilleurs. Avec le temps, il arrive qu'on parvienne à surmonter ses peurs. Ce n'est pas facile, cela demande beaucoup d'efforts, mais on y arrive. La phobie, c'est autre chose. C'est une méga peur qui nous fait perdre tous nos moyens, qui nous fait réagir de manière souvent disproportionnée et qui dépasse la raison. Il y a plusieurs degrés de phobie. Celle qui ne nous empêche pas de vivre normalement, par exemple la phobie de l'ascenseur, facile à éviter, il n'y a qu'à prendre les escaliers. Et bon courage à celui qui habite au 15e étage. La phobie des requins, très fréquente après le visionnage des Dents de la Mer, est elle aussi peu handicapante car on ne croise pas ce genre de bestioles à tous les coins de rue. Et tant mieux. Là où la phobie devient un vrai problème, c'est quand on y est confronté régulièrement, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans la vie personnelle. S'exprimer en public, par exemple, peut rendre extrêmement nerveux les personnes qui souffrent de phobie sociale. Pour ces gens-là, se retrouver dans une foule ou devoir parler seul devant plusieurs personnes est une épreuve insurmontable. La vie quotidienne devient ingérable. Dans ce cas, il peut être utile de consulter un psychologue pour tenter d'évacuer cette phobie. N'ayez plus peur. Aujourd'hui, Facile la vie vous explique tout sur les phobies. D'où viennent-elles? Comment les surmonter? Bienvenue à bord de notre vol. Attachez vos ceintures. Atterrissage dans 10 minutes chrono. Foule, avion, araignée, comment surmonter une phobie? Réponse en 10 minutes chrono avec notre invité Hervé Magnien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute comportementaliste et l'auteur de Surmonter ses peurs, édité chez Jouvence. Alors déjà, c'est quoi la différence tout simplement entre une simple peur et une phobie? Alors des peurs, c'est une grande famille émotionnelle qui se manifeste de pas mal de manières. Quand on parle du trac, je sais pas, je viens ici, j'ai pas l'habitude de parler devant sur un plateau de télé, donc ça va, oui. Très bien. Ça va. Il y a un peu de peur, mais un peu de stress. Si c'était phobique, je ne serais pas là. Il y a un peu de stress, effectivement. Une phobie, c'est vraiment handicapant. C'est handicapant, c'est invalidant. Enfin, j'ai bien aimé dans votre reportage, en fait, que justement on disait que il y a des phobies qui peuvent ne pas être handicapantes à partir du moment où on est éloigné du sujet phobique. C'est clair que si j'ai une peur panique des araignées, si je vais aller vivre en Laponie et si je peux en Laponie, où est le problème? Donc ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est les peurs qui nous empêchent de vivre et les phobies sont très C'est quoi le mécanisme de la peur finalement? Parce que en même temps, c'est important, c'est un réflexe de survie aussi parfois. Alors la peur est une émotion naturelle, normale, utile. Et selon l'importance qu'elle prend dans notre vie, elle va être plus ou moins justement
nous permettre d'être en éveil, d'être vigilant par rapport au danger, mais parfois elle est exagérée. Elles viennent de l'enfance, de la petite enfance ? Oui, nos peurs viennent de nos expériences passées, et plus elles ont été traumatisantes, et plus l'expérience, la confrontation à un objet ou un animal ou je ne sais, a été douloureuse, périlleuse, vécue comme angoissante, et plus à l'âge adulte, on se retrouve avec ces peurs invalidantes. Alors les phobies, là vraiment, les peurs handicapantes, les plus fréquentes, ce sont lesquelles ? Alors on parle fréquemment des peurs de certains animaux, des chiens, des araignées, des serpents. Il y a des gens qui ont peur de l'avion, il y a des gens qui ont peur des pigeons, enfin des animaux qui peuvent sembler pas particulièrement dangereux. Et pourtant, il y a eu une expérience, ou plusieurs, qui, dans la petite enfance... Il y a forcément eu un traumatisme. Il y a forcément eu un traumatisme, ouais. Et il n'est pas forcément conscient à l'âge adulte, d'ailleurs, en fait, quand la personne vient consulter éventuellement pour résoudre son problème. Vos questions, vos témoignages avec Ludmila. J'ai une fille de 8 ans, je suis agoraphobe. Est-ce que ma fille risque de l'être aussi ? Alors, Hervé, est-ce que c'est héréditaire ? Alors, ce n'est pas héréditaire. En revanche, l'environnement éducatif et une mère qui a peur peut transmettre sa peur à son enfant. Mais ce n'est pas dans les gènes. En revanche, c'est vrai que si elle cultive cette peur et que l'enfant en fait capte la peur du parent, effectivement, elle peut devenir contagieuse, mais sur un plan, je dirais, éducatif et culturel. Donc c'est de l'acquis, c'est pas de l'inné. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire finalement pour ne pas transmettre ça à sa fille ? C'est déjà faire un travail sur elle-même. Et le mieux, ce serait effectivement qu'elle vainque sa peur pour ne pas la transmettre à son enfant. Maintenant, c'est pas indispensable non plus, hein, mais c'est vrai que ça augmente la probabilité que l'enfant acquiert cette peur-là. Qu'il en fasse une phobie, c'est pas sûr. Mais... Une phobie, c'est une vraie maladie, on peut en guérir ? On peut considérer effectivement que la phobie est une maladie psychique. Est-ce qu'on peut en guérir ? Oui. Les thérapies comportementales sont particulièrement efficaces. Elles consistent notamment à faire un travail d'exposition à ce qui fait peur. Et c'est une exposition qui doit être extrêmement progressive, qui ressemble un petit peu à la dynamique, je dirais, de l'apprivoisement. Si on veut une bonne leçon d'apprivoisement, on peut relire Le Petit Prince... dans son rapport au renard. Et ça en dit long, je dirais, sur le comportementalisme. C'est un travail assez long, il faut plusieurs séances. Il y a comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des petites phobies, des moyennes, des grosses. Donc plus elle est grosse, et plus ça prendra de temps, mais plus elle est petite, et moins ça en prendra. Donc ça dépend de l'intensité. Avec Ludmila, tout de suite. La question nous vient de Céline. Pour ma part, je n'ai aucune phobie. Une phobie peut être survenir à n'importe quel moment de la vie. Ah oui, Hervé, avoir peur d'avoir peur. Alors, quand on a peur d'avoir peur, c'est qu'en amont, je dirais, on a un rapport avec la peur qui est plus ou moins traumatique. Donc déjà, en fait, c'est une chose importante, c'est d'apprendre à accepter sa peur, la reconnaître, l'accepter. C'est déjà une première chose. Maintenant, est-ce qu'une phobie peut survenir tardivement ? Oui, on a quelque chose qui ressemble dans la famille des peurs à la phobie, qui est ce qu'on appelle le choc post-traumatique. Donc un événement très douloureux, très traumatique à l'âge adulte peut par exemple. Mais en général, on s'aperçoit en fait que des adultes qui ont le même choc au même moment vont le vivre différemment. Ça dépend notamment, en fait, s'il y a une prédisposition qui s'est établie dans la petite enfance, et dans l'enfance, on revient quand même beaucoup à ça. Mais il y a une certaine prédisposition, et s'il n'y a pas d'événement traumatique pendant l'âge adulte, eh bien, on ne fera jamais de phobie. Par contre, il peut y en avoir une qui se déclenche tardivement, souvent sur un terrain un petit peu fragilisé. On disait que c'est plutôt au moment de l'enfance que ça se déclenche. Alors, aux parents qui nous écoutent, on peut leur dire quoi finalement ? Est-ce qu'il y a des signes qui vont annoncer une future phobie de leurs enfants ? Je dirais que l'idée, c'est quand même de remplacer la peur par la prudence. La peur est utile, mais elle est invalidante à certains moments. Et si on la remplace par la prudence, qui permet d'estimer les risques à leur juste mesure, c'est l'idéal. Maintenant, est-ce qu'on peut demander ça à un enfant ? Au fur et à mesure de la maturation de l'enfant. Alors, enfant qui a peur du noir, on fait quoi ? On lui met une veilleuse ? Comment on gère ça ? Je pense qu'il faut faire en sorte de créer les conditions pour qu'il apprivoise le noir. Et qu'on y aille provisoirement, et que si un enfant a peur du noir, je sais pas, à un certain âge, soit c'est survenu, soit c'est depuis toujours, et à ce moment-là, il va falloir faire l'expérience de partir de la clarté qui rassure, et puis effectivement de mettre une veilleuse, mais il va falloir progressivement enlever cette veilleuse, ou bien la mettre un petit peu moins lumineuse au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'enfant découvre que l'obscurité, ce n'est pas
démesurément dangereux et qu'il faut être en paix avec le noir. Et dans votre livre, hein, vous dites il faut être audacieux finalement. Oh, je dirais pas qu'il faut être audacieux, c'est pas un devoir, parce que ça c'est un bon moyen d'être super stressé, c'est de se dire j'ai peur, donc c'est important de reconnaître ses peurs et de se découvrir une audace qui m'a intéressé effectivement, c'est en grande partie pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est pour ce qui m'intéresse justement, c'est les peurs qui empêchent de faire ce qu'on a envie de faire. Donc plus ça nous éloigne de nos rêves, de ce qu'on a envie de faire, et puis on s'aperçoit que il y a des peurs qui empêchent. À ce moment-là, effectivement, je pense que c'est important d'apprendre à apprivoiser sa peur, et puis peu à peu s'exposer. Il y a déjà un travail en amont aussi de se dire mais qu'est-ce que je risque ? Et l'estimation du risque, en général, dans la peur, elle est soit carrément pas faite, soit complètement délirante parce que très irrationnelle. Mais alors une peur comme celle des pigeons dont vous parliez, là on peut faire quoi par rapport à ça ? Ça semble assez irrationnel finalement d'avoir peur des pigeons. C'est toujours très très irrationnel les peurs. Enfin toujours 99 fois sur 100. Enfin surtout celles qui sont très très handicapantes sont extrêmement irrationnelles. Donc il y a un travail, je dirais cognitif, enfin qu'on va faire, puis un travail comportemental. Le travail cognitif, c'est simplement de réfléchir et d'essayer de rationaliser notre rapport à la peur pour estimer justement quelle est la justesse du risque. Après il y a le travail d'exposition qui est on peut réfléchir avant sur les risques et rationaliser notre conscience du risque, mais à un moment donné, effectivement, il va falloir passer à l'action et il faut le faire, j'insiste, vraiment d'une manière très très progressive. Témoignage, question avec Ludmila. Justement, ne dit-on pas vaincre le mal par le mal ? Est-il utile de forcer quelqu'un à affronter ce qui lui fait le plus peur pour se débarrasser d'une phobie ? Alors là, Hervé, on offre un pigeon. Pourquoi pas ? C'est juste que la façon d'appréhender. Non, c'est pas du sadisme. Non, ça peut sembler paradoxal, mais c'est vrai que pour guérir de sa peur, il va falloir s'y confronter. C'est juste que on ne doit pas forcer, hein, comme il a été dit là, mais c'est un passage obligé. Et le passage obligé, effectivement, si on veut se débarrasser de sa peur, et plus particulièrement d'une phobie, ça va être de s'exposer effectivement à l'objet qui nous fait peur. Mais je le rappelle, d'une manière extrêmement progressive. Donc peut-être parfois, ce qu'on aperçoit en fait en thérapie, c'est que la peur du pigeon, on va pas l'affronter en allant toucher ou regarder un pigeon. Mais peut-être d'abord, en fait, simplement voir une photo. Peut-être que déjà c'est suffisamment effrayant pour que la personne en fait puisse peu à peu en fait commencer à regarder la photo. Et puis il y a une chose qu'on va faire qui est très importante, qui est en complément de l'exposition progressive, c'est de travailler aussi sur les symptômes de la peur, puisqu'en fait la personne va expérimenter une peur, mais il faut que ce soit une peur petite, qu'elle puisse contrôler, notamment à travers un travail de relaxation, de respiration. Et donc on va ça marche la relaxation ? Alors, en tant que tel, je dirais que ça suffira pas. Par contre, c'est utile pour pouvoir favoriser les expositions et pour pouvoir respirer plus tranquillement et faire passer une partie des symptômes du stress pour pouvoir faire cette exposition positive. Et c'est pas évident de se confronter à ces peurs. Souvent, même, on en a honte finalement. Ben oui, c'est vrai que notre société nous renvoie à travers l'image du trouillard ou du lâche des jugements moralistes, péjoratifs qui nous empêchent d'assumer nos peurs. Alors ce que font beaucoup de gens, c'est de les cacher. Et c'est pas la solution. Et c'est une solution sociale pour pas être ridiculisé, mais j'aimerais bien effectivement que notre société évolue vers une clarté et une absence de jugement des peurs pour pouvoir les considérer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire parfois un problème pour certaines personnes, et qu'on soit aussi tolérant et qu'on éprouve plus de la compassion que de l'intolérance vis-à-vis des gens qui n'osent pas. Hervé, on retrouve vos idées, votre analyse dans votre livre « Surmonter ses peurs » aux éditions Jouvence. Merci d'avoir participé à Facile la vie. 10 minutes chrono, ça passe vite, vous restez avec nous. On va partir sur le net comme tous les jours en fin d'émission. Aujourd'hui, on bachote, on révise cette saison et c'est cyber simple. Et un nouveau site pratique à ajouter dans vos favoris. L'adresse, c'est wikiexam.org. Le site existe depuis février et compte entre 50 et 100 visiteurs par jour. Alors, le principe, c'est permettre aux internautes d'avoir accès à 2300 annales gratuitement. Alors, comment ça marche ? On se connecte avec le fondateur du site, c'est Antoine Béas. Bonjour Antoine. Bonjour Emmanuel. Alors, vous proposez plus de 2000 annales, exercices corrigés. Comment vous les avez compilés ? En fait, c'est pas vous. Des annales officielles, donc du coup, on va les chercher sur Internet, on va à la pêche un petit peu, et puis
Mais c'est sur le modèle de Wikipédia. Ce site, Voilà, c'est un alors, espace collaboratif. Chaque internaute apporte finalement. Voilà, tout à fait. C'est vraiment la nouveauté par rapport aux autres sites proposant des annales, c'est que chacun peut amener sa contribution sur le site et ainsi participer à la création d'une référence en matière d'annales et en matière de révision, quoi. Antoine, on retrouve des textes pour des preuves pour tous les niveaux. Hein. Ça va du bac aux préparations aux grandes écoles. Oui, tout à fait. On essaye de référencer la plupart des filières qui sont présentes en France et ainsi proposer vraiment un outil pour la révision assez étoffé, quoi. Et toutes les matières sont représentées du français au japonais. Oui. Ouais, ça